Bonjour à tous, moi je vais essayer de vous parler un petit peu aujourd'hui, on verra ce que ça va donner. On va faire des pauses si vous voulez bien au milieu de l'exposé. Je vous laisserai parler pour me reposer un peu la voix. Donc moi je suis en troisième année de thèse au CESCO, au Muséum national d'histoire naturelle et à Sorbonne Université. Et je travaille avec Christian Carvello et Isabelle Levier, que vous connaissez peut-être, ainsi que Brigitte Zambla. Et je m'intéresse particulièrement aux impacts de la pollution lumineuse sur le rythme d'activité des chauves-souris. Donc je vais commencer ma présentation par un contexte. Donc la pollution lumineuse, c'est le résultat de ce qu'on appelle des éclairages artificiels nocturnes. Ce sont tous ces éclairages qu'on va mettre la nuit pour satisfaire nos besoins. Ça va être les phares des voitures, les encarts publicitaires, l'éclairage public. Et aujourd'hui, ça aboutit à un monde qui est hautement pollué par la lumière. On a 99% de la population européenne qui vit sous des ciels en pleine pollution lumineuse. Et si vous regardez bien la carte ici, en France, personne n'est épargné. C'est en plus une pollution qui ne cesse de croître. On a observé entre 2012 et 2016 plus 2,2% de surface artificiellement éclairée par an en plus. Et c'est en premier lieu un enjeu énergétique. On voit que ça représente 16,5% de la consommation mondiale d'électricité en 2021. Le problème, c'est que ce n'est pas seulement un enjeu énergétique. En fait, depuis une dizaine d'années, on a une explosion de publications scientifiques qui vont venir faire état des impacts de cette lumière artificielle sur la biodiversité tant nocturne que diurne. Et ça va impacter toutes sortes de taxa, des mammifères, des oiseaux, des amphibiens, des reptiles, et même les hommes sont impactés. Et de fait, cette pollution lumineuse, elle va venir modifier les réponses de la biodiversité à la lumière et les phénomènes d'attraction, de répulsion des individus vis-à-vis de cette lumière artificielle. Elle va désorienter certains organismes. Elle va venir modifier les interactions entre individus d'une même espèce. Elle va donc impacter la reproduction, la communication, ainsi que les interactions entre espèces. Donc elle va pouvoir venir modifier les mécanismes de compétition, de prédation, etc. Et parmi tous ces taxa qui sont impactés par la pollution lumineuse, il y en a un qui est quand même particulièrement intéressant pour étudier les impacts des éclairages artificiels nocturnes sur la biodiversité. Et vous l'aurez deviné, on va parler des chauves-souris, évidemment. Donc là, je ne vais pas vous apprendre beaucoup de choses avec cette diaporama aujourd'hui, mais les chauves-souris, évidemment, elles sont déjà intéressantes à étudier, parce qu'il y a de forts enjeux de conservation. Elles sont également, d'un point de vue purement utilitariste, intéressantes à étudier puisqu'elles fournissent des services écosystémiques. Elles vont nous aider en Europe, par exemple, à réguler les populations d'insectes nuisibles. Les suivis automatisés, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, permettent de les suivre sur une longue période de temps. Et notamment du fait de leur durée de vie, de leur place dans les réseaux trophiques, leur place dans les chaînes alimentaires. Ça va en faire de bons indicateurs pour étudier les pressions anthropiques sur la biodiversité. Et évidemment, dans le contexte particulier de la pollution lumineuse, ce sera encore plus intéressant puisqu'elles sont directement impactées. Et de fait, aujourd'hui, on a une littérature qui est quand même très fournie sur les impacts de la pollution lumineuse sur les chauves-souris. Et ce qui semble le plus ou moins faire consensus, c'est qu'à l'échelle locale, les chauves-souris vont répondre à une forme de trade-off, d'équilibrage, entre d'un côté l'envie d'exploiter les insectes qui vont venir s'accumuler autour de ces sources de lumière, et puis de l'autre, le risque d'être plus vu par les prédateurs si elles se mettent dans cette lumière. Et caricaturalement, les auteurs ont tendance à diviser les chauves-souris en deux grands groupes qu'on pourrait appeler l'espèce aérienne, des fois appelée l'espèce à vol rapide, où globalement on va retrouver les pipistrelles, les noctules, qui elles vont être attirées par ces sources de lumière pour manger les insectes qui s'y accumulent. À l'inverse, les espèces qu'on va plutôt appeler glaneuses, comme les rhinolophes, les murins, eux vont plutôt avoir tendance à éviter ces sources de lumière. Mais ce qui est intéressant, c'est que Clémentine Azam, qui était en thèse avec moi au muséum, a montré dans ses travaux que si cette fois on s'intéresse à l'échelle du paysage, l'activité des chauves-souris décroît quand il y a de la pollution lumineuse, et ce, même pour les espèces dites aériennes. Donc pourtant, ces espèces, elles semblaient être favorisées à l'échelle locale. Et donc comment on peut expliquer ça? On peut avoir de multiples hypothèses. La première, c'est que cette pollution lumineuse, elle va venir jouer sur la ressource nutritive disponible à l'échelle du paysage, à la fois en redistribuant les populations d'insectes, et aussi en induisant une mortalité. Donc une décroissance des populations d'insectes va pouvoir se répercuter sur les populations de chauves-souris. On a également un effet qui est connu, c'est l'effet de la lumière sur la connectivité du paysage. Quand on va avoir un alignement de lampadaires le long d'une route, il se peut que les chauves-souris ne vont plus pouvoir traverser. Et de fait, elles vont devoir utiliser d'autres chemins, et ça va pouvoir avoir des conséquences sur leur activité à l'échelle du paysage.
Enfin, et c'est ce qui m'intéresse évidemment aujourd'hui, c'est que cette pollution lumineuse, elle pourrait aussi venir influer le rythme de leur activité, la répartition temporelle de leur activité au cours d'une vie. Et ça a déjà été suggéré par quelques auteurs dans la littérature internationale qui ont montré que des chauves-souris plutôt glaneuses auront tendance à sortir plus tard de leur gîte s'il est exposé à de la lumière artificielle. Et ça peut avoir des conséquences puisque ça va diminuer par exemple leur budget temps disponible pour chasser, ou alors ça peut induire une désynchronisation avec le pic d'activité de leur corps. Et ça, in fine, ça peut induire des modifications de leur fitness, de leur survie, et dans un scénario dramatique, influer sur les populations. Et malheureusement, ça reste encore assez peu étudié, et c'est pourquoi ma thèse s'articule autour de cette question majeure. Donc déjà, regarder si la pollution lumineuse va venir influer le rythme d'activité sur les terrains de chasse. Ensuite, voir si elle influe l'activité au niveau des gîtes de reproduction. Et enfin, j'ai une troisième question qui serait plutôt de voir cette fois, qu'est-ce qu'on fait en France finalement, maintenant pour ça tout ça. Donc là, ce que je vous propose, c'est de vous parler de ce premier axe qui est le plus développé à ce jour. Et après, on fera une petite pause cette fois pour que je me repose et pour que vous puissiez poser vos questions. Donc pour répondre à cette question de l'impact de la pollution lumineuse sur le rythme d'activité des chauves-souris sur leur terrain de chasse, j'ai utilisé les jeux de données du jeu de données Vigikero, de ce programme de participatif dont on vous a déjà parlé aujourd'hui, qui propose depuis 2014 un protocole point fixe, au cours duquel des volontaires sont encouragés à poser des détecteurs d'ultrasons pendant au moins une nuit complète au cours de l'été, sur des terrains de chasse hypothétiques. Ces données sont ensuite uploadées sur la plateforme Vigikero, analysées via le logiciel de reconnaissance cinétométrique Tadarika. Et in fine, ça permet d'avoir un jeu de données homogène, à la fois parce que les données ont toutes été analysées de la même manière, et parce que les détecteurs enregistreurs d'ultrasons ont été configurés aussi de la même manière. Finalement, après des tris, des filtres, j'ai obtenu un tableau de données avec un nombre de nuits par espèce de sites extrêmement important. Et il a fallu que je me cantonne dans un premier temps à une espèce pour tester ma méthode. Et j'ai choisi de m'intéresser à la sérotine commune. Alors pourquoi ce choix? Déjà parce que ça fait la sérotine commune, c'est une espèce qui est abondante, ça fait partie de la biologie ordinaire, qui donc, mérite une attention. Elle est aujourd'hui en déclin en France. Et puis c'est une de ces espèces aériennes qui est connue pour venir se nourrir près des lampadaires. Mais déjà à 25-50 mètres des lampadaires, on observe un phénomène de répulsion vis-à-vis de la lumière. Et puis finalement, à l'échelle du paysage, c'est une des espèces pour lesquelles Clémentine Hazan a trouvé une activité plus faible en présence de pollution lumineuse. Donc, ensuite, il a fallu me poser la question. J'ai envie d'étudier les rythmes d'activité, mais comment je m'y prends? Qu'est-ce que j'utilise comme métrique? Donc j'ai fait de la bibliographie, et à l'instar de beaucoup de chauves-souris insectivores, la sérotine, en période de gestation, elle va montrer une activité qui va être dite bimodale, qui va en fait présenter deux pics au cours de la nuit. Un premier après le coucher de soleil, important, et un second facultatif avant le lever. En période de lactation, ça va devenir plus complexe parce qu'il va avoir tous les retours au gîte, etc. Elle va avoir une activité plus multimodale avec beaucoup de pics, plus difficile à étudier. Donc dans un premier temps, je me suis intéressée à cette période de gestation. Mon hypothèse, c'était la suivante. C'est que l'activité, elle va être retardée en présence de lumière. Parce que cette lumière, comme je vous l'ai dit, peut retarder l'émergence des gîtes. Elle peut faire que les chauves-souris vont avoir des distances plus importantes à parcourir pour arriver à leur terrain de chasse. Et puis finalement, si elles arrivent plus tard, elles peuvent subir une désynchronisation de leur pic d'activité avec ceux de leur proie, et donc devoir chasser plus longtemps pour avoir la même quantité de ressources. Et on peut avoir aussi l'hypothèse très basique, si elles arrivent plus tard, elles repartent plus tard, parce qu'elles ont un budget temps qui n'est pas compressible, qui est incompressible. Ensuite, je me suis dit que j'allais me concentrer sur la première moitié de nuit, parce que c'est cette première moitié de nuit pendant laquelle on a le pic le plus important, et qui donc aura potentiellement le plus d'impact sur la survie des individus. J'ai regardé les études qui avaient été faites précédemment. J'ai trouvé que 2 études qui s'intéressent au rythme d'activité des chauves-souris et à ces changements vis-à-vis de la pollution lumineuse. Et ces 2 études, elles s'utilisaient lors du premier saut. Alors c'est une métrique qui est intéressante parce que ça ne demande pas de faire des suivis toute la nuit. On a le premier saut, on a fini. Le problème, c'est qu'elle est très variable. Elle va pouvoir dépendre de l'invitude du marginal, d'une erreur d'identification. Et de fait, je me suis plutôt tournée vers l'heure du son béton. Elle présente l'avantage d'être moins susceptible de varier à cause d'un individu marginal, et puis de décrire un petit peu mieux ce qui se passe au cours de cette première moitié.
Donc, j'ai pris tous ces sites Vigikero, j'ai enlevé les sites montagnards pour éviter des biais liés à ce genre de milieu. J'ai déjà vérifié si je retrouvais les mêmes résultats que Clémentine Azam sur la potence. Et ensuite, j'ai regardé ce qui se passait pour le rythme d'activité. Et tout ça en fonction de la pollution lumineuse, que j'ai caractérisée via 3 variables majeures, qui est la pollution lumineuse, estimée avec des images satellitaires, la lumière de la Lune et la couverture nuageuse. Évidemment, on n'est pas dans un contexte de laboratoire, et il y avait de multiples autres variables à prendre en compte. En premier lieu, l'occupation du sol, la météo qui est connue pour influer l'activité, le stade du cycle de reproduction. Même si on a un mode de gestation, cette gestation elle avance au cours de la période étudiée. Donc tout ça, ça a été inclus dans des modèles que je ne vous détaillerai pas aujourd'hui. Simplement, s'il y a des fanatiques des statistiques parmi vous, sachez que j'ai utilisé un modèle linéaire généralisé mixte et du modèle arithmétique. Voilà. Ce qui nous en reste, c'est plutôt les résultats. Alors, en premier lieu, j'ai trouvé le résultat de Clémentine Azam sur l'abondance. En effet, la présence de pollution lumineuse faisait qu'on avait moins de contacts de sérotine à l'échelle du paysage. De manière assez intéressante, j'ai aussi obtenu un effet de la Lune. C'est plus faible, mais il existait. Et ça, c'est assez intéressant parce que la Lune, c'est quand même pas des quantités de lumière très importantes. Et de plus, même si on sait que la Lune va avoir, par exemple, dans des milieux tropicaux, une influence sur l'activité des chauves-souris, pour la sérotine, j'ai pas trouvé une bibliographie très fournie. Et j'ai notamment trouvé une étude, mais pour laquelle il trouvait un résultat inverse, c'est-à-dire que la Lune n'influait pas l'activité des sérotiques. Ensuite, pour le rythme d'activité. Si on se place dans un contexte français moyen, avec des températures moyennes, on constate que la couverture nuageuse va venir avancer l'activité, alors que la pollution lumineuse, et dans une moindre mesure la lumière de la Lune, vont venir la retarder. Mais en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que dans mes modèles, j'ai mis des petites choses complexes, donc des interactions. C'est-à-dire que j'ai essayé de voir si, par exemple, le fait qu'il y ait plus de lune, plus de nuages, pouvait venir influer l'activité d'une autre, l'influence d'une autre métrique. Et j'ai deux de ces interactions qui sont sorties. La première, peut-être la plus évidente à comprendre, c'est qu'en présence de pollution lumineuse, l'effet de la Lune sur le retardement de l'activité était moins important. Mais ça ne paraît pas surprenant si on est déjà dans un milieu hautement pollué par la lumière, qu'on soit à un quart d'illumination de la Lune, à 50%, on peut penser que ça aura plus beaucoup d'influence. Ce qui m'intéresse plus, c'est la deuxième interaction. En fait, si j'avais voulu être très rigoureuse en vous présentant mes résultats, j'aurais dû vous dire que la pollution lumineuse retarde l'activité des chauves-souris, et cet effet est d'autant plus important que la couverture nuageuse est importante. A l'inverse, dans des milieux qui ne sont pas pollués par la lumière, la couverture nuageuse va venir avancer l'activité. Alors comment on va expliquer ce résultat? En fait, d'après la bibliographie, quand on est dans un contexte rural, sans lumière, quand on va avoir de la couverture nuageuse, cette couverture nuageuse, elle va venir masquer la lumière provenant de la Lune, des astres, et va donc créer un environnement plus sombre. A l'inverse, quand on va se retrouver dans un contexte plus urbain, avec beaucoup de pollution lumineuse, certes la couverture nuageuse va venir masquer cette lumière qui vient du ciel, mais qui va être sans doute relativement négligeable, mais elle va surtout venir amplifier ce qu'on appelle le sky glow. Le sky glow, c'est ce halo de lumière que vous pouvez voir autour des villes quand vous vous en éloignez la nuit. C'est une pollution lumineuse diffuse. Et elle est connue pour être accentuée par les nuages. Et donc c'est un résultat qui est déjà intéressant, parce qu'on n'a pas beaucoup d'études qui montrent que cette interaction entre les nuages et la pollution lumineuse diffuse va venir impacter la biodiversité. Et là, ce qui me paraît devoir être noté, c'est qu'on s'intéresse à une espèce qui est couramment considérée comme étant tolérante vis-à-vis de la lumière. Et pourtant, là, on a une pollution lumineuse diffuse qui ne reprend pas non plus des niveaux de lumière excessivement importants, qui va venir influer son activité. Et donc ça peut présager des effets encore plus importants pour des espèces plus sensibles. Et là, on arrive aux perspectives de mon étude, c'est-à-dire que je me suis intéressée à la sérotine pour tester la méthodologie, mais évidemment, mon objectif à terme, c'est de prendre toutes les données, toutes les espèces pour lesquelles j'aurai assez de données dans le jeu de données Vigikero et répéter ces études. Donc j'espère pouvoir vous présenter ça une prochaine fois. Donc ce que je propose, c'est de faire une petite pause tout de suite si vous avez des questions, et puis j'enchaînerai ensuite sur le reste. Ça dépendra du reste. Si on ne connaît pas le reste, on peut pas. Oui, bonjour. En fait, Laurent, je voulais juste savoir si il ne peut pas y avoir une relation aussi entre la couverture nuageuse et l'altitude de présence des insectes, des papillons de nuit.
qui du coup vont influer aussi sur l'activité chez les chauves-souris, ce qui est bien connu quand même. Oui, ça fait. Alors, j'avoue que j'ai pas énormément vu d'articles qui faisaient état de la couverture nuageuse directement sur l'activité des insectes, mais il est vrai que là, cet impact qu'on a sur l'activité des chauves-souris, ça fait partie des hypothèses qui peuvent expliquer même l'effet de la Lune. En fait, cette Lune, elle peut venir influer l'activité des insectes dont elles se nourrissent, et ensuite influer leur activité, et de même pour la pollution lumineuse créée par l'humain. Donc ça fait partie des hypothèses pour expliquer encore plus en profondeur ces résultats-là. Alors oui, ce serait super intéressant de tester. Alors dans la temporalité d'une thèse, malheureusement, c'est compliqué, mais évidemment, ça fait partie des perspectives qui paraîtraient très intéressantes de pouvoir avoir une étude conjointe d'à la fois cette activité des chauves-souris et l'activité des insectes à côté, sachant qu'on peut se retrouver avec un problème de taille, c'est que souvent pour évaluer l'activité des insectes, on utilise des pièges lumineux. Donc ça induit toutes sortes de réflexions méthodologiques. Par rapport à ça, je pense qu'on avait mené une étude aussi avec on avait étudié un petit peu l'heure d'activité aussi en fonction de l'éclairage sur Paris qu'on a présenté l'année dernière, et puis on s'était dit qu'on était sur la même problématique, on s'était dit qu'on ne sait pas si c'est le fait que les insectes soient présents, est-ce que la présence des insectes, et on avait réfléchi, est-ce que le buzz de capture pourrait pas être un indicateur finalement acoustique qu'on pourrait utiliser comme indicateur de chasse, de présence de proie au moins de l'activité. Alors c'est une question qu'on m'a posée. Bon, il y a déjà des biais un peu des freins méthodologiques, c'est plutôt ça qui aujourd'hui est plus gênant pour moi. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est des jeux de données importants, moi je ne peux pas regarder chaque donnée et dire ça c'est un buzz, ça c'en est pas un. Et puis il y a le fait que sur des jeux de données comme ça, en fait, la quantité de buzz est relativement faible, et qu'en termes de puissance statistique, on peut être très vite limité. En revanche, ce qui est quand même assez rassurant, c'est qu'on a un assez grand nombre d'études scientifiques qui ont, en fait, où les auteurs ont pris le temps de regarder ça, parce qu'ils avaient des jeux de données importants, et on est quand même, la quantité de buzz est quand même très corrélée à l'activité, le nombre de contacts que j'utilise, donc on peut être quand même assez confus. Stéphane Olanier, groupe Chiroptère de Pyrénées. À propos de l'activité des acérotides, vous dites que c'est une espèce qui est attirée par la lumière. Les études qui montrent ça, est-ce qu'elles ont travaillé sur tout le cycle annuel de la sérotide ou seulement sur une partie? Alors je précise, c'est qu'en Afrique du Nord, il y a une autre espèce qui est la sérotide Isabelle, et il s'avère que nos études ont montré qu'en automne, ils sont attirés par la lumière et pas du tout en période de gestation. Alors sur ce point-là, moi j'avoue que je n'ai pas en tête les études qui ont fait des différences entre plusieurs périodes, mais c'est vrai que c'est quelque chose en fait qui me tient à cœur aussi, c'est que là, c'est un point qu'il faut vraiment souligner, je m'intéresse à la période de gestation, qui est une période pendant laquelle les chauves-souris vont avoir en effet des contraintes, il y a certains auteurs qui vont suggérer qu'elles vont être plus lourdes, peut-être plus sensibles à la prédation. Ensuite, on va arriver à la période de lactation, et c'est une période où il y a des besoins énergétiques qui sont encore plus importants. Et de fait, on peut avoir des résultats différents. Peut-être qu'en fait, quand elles ont un besoin énergétique beaucoup plus important, elles vont prendre plus de risques. Peut-être que finalement, leur activité, elle sera plus influencée par la lumière. Et ça fait partie des perspectives que j'aimerais pouvoir étudier. Oui, enfin, ce que moi je vous ai dit, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'elles sont attirées par la lumière hors période de lactation, hors période de gestation. Oui. Non, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on peut avoir des résultats différents selon les périodes. Alors après, quelles sont la nature des résultats? C'est vrai que instinctivement, moi, l'hypothèse majeure que j'avais, c'est celle que je viens de vous présenter. Mais peut-être qu'on peut en avoir d'autres si, mettons, en effet, si par exemple en période de lactation, elles évitent les sources de lumière, peut-être chercher du côté de la prédation, ce genre de choses. Alors j'avais une deuxième intervention, c'est à propos de la Lune, de l'éclairage de la Lune, qui varie beaucoup au cours du cycle lunaire, et qui varie également beaucoup au cours de la nuit, parce que pendant certaines périodes, la Lune est surtout présente en début de nuit, d'autres périodes elle est plus présente en fin de nuit. Et puis il y a aussi l'impact du cycle lunaire. En période de pleine lune, en période de nouvelle lune, ça a aussi une influence sur les animaux. Oui, alors c'est vrai que moi c'est des données à grande échelle, donc ça a été des questions que je me suis posées, ça a été des questions que j'ai étudiées, j'ai modifié ma variable en fait quand je me dis que je me suis intéressée à la lumière de la Lune. Ma métrique, c'est une métrique qui est en fait synthétique de plusieurs données sur la Lune, c'est-à-dire que évidemment, comme beaucoup d'auteurs,
J'ai pris l'illumination de la Lune comme proxy de ce que ça pouvait donner. Mais ce que j'ai fait également, c'est que, vous le soulignez, il faut absolument le faire, c'est un point que j'ai développé en cours de mon étude. Il faut déjà prendre en compte le fait qu'en effet, elle n'est pas présente toute la nuit. Et ça, c'est intégré dans la métrique. Je me suis intéressée, comme je vous l'ai dit, à la première partie de la nuit. Et évidemment, une nuit de pleine lune, si la pleine lune, enfin si la lune n'est pas levée en ce début de nuit, en fait, la métrique est égale à 0, comme s'il n'y avait pas de lune. Donc ça, c'est pris en compte normalement. Et les couleurs? Alors, les couleurs, ça c'est également une question qui est super intéressante et que j'aurais adoré étudier. Le problème, c'est en fait mon échelle d'étude. C'est que donc là, je suis à l'échelle nationale, et en termes de disponibilité de données sur la lumière, j'avais qu'une seule source de données. C'était les données qu'on appelle VIRS, ce sont des données satellitaires, qui ont une seule bande spectrale. Donc je ne pouvais pas en fait faire en fonction des spectres de couleurs. J'ai une étude en tête qui a pu faire en fonction de spectres. C'est une étude de Julie Powell, que vous avez peut-être connue, qui était aussi en thèse avant moi, qui s'est intéressée donc, aux villes de Paris et Lille, si je ne me trompe pas, et où elle a pu accéder à des images de l'ISS, de la station internationale, qui ont été calibrées, mais malheureusement ce ne sont pas des images en français, elles ne sont pas prises sur toute la France, et il y a un très très bon travail de calibrage qui demande des partenariats en fait, avec des personnes compétentes. Donc malheureusement c'est quelque chose que je n'ai pas pu étudier, mais qui est en fait aussi très important. Donc vivement qu'il y ait d'autres sources de données pour pouvoir inclure tout ça. David Pinault, scénariste de Chizy, tu parlais au départ qu'il y avait très peu de zones en fait, qui étaient épargnées par les pollutions lumineuses. Et dans ton échantillonnage, est-ce que tu as effectivement des zones, je ne sais pas trop au niveau échantillonnage aléatoire, on pose des enregistreurs, mais est-ce qu'effectivement il y a des enregistreurs qui sont posés dans des zones où il y a très peu de pollution lumineuse, voire pas du tout? Alors, c'est une bonne question. Le fait est que j'ai beaucoup de détecteurs enregistreurs qui sont posés dans des contextes qu'on va qualifier de sombres. Quand je dis qu'aujourd'hui on n'est pas épargné par la pollution lumineuse en France, c'est-à-dire qu'on a cette pollution lumineuse diffuse qui va faire qu'en France on n'arrivera pas à trouver un ciel qui est parfaitement sans pollution lumineuse. Par contre, on a quand même des contextes sombres. J'imagine que vous avez tous fait l'expérience par exemple en montagne d'un ciel qui est quand même beaucoup plus pur que celui qu'on peut avoir en ville. Donc dans mon jeu de données, c'est fait partie des choses que j'ai dû vérifier, mais j'ai tout un gradient de lumière. Des zones qui sont quand même globalement très sombres pour la France, et des zones qui sont plus éclairées. Donc ça, normalement, j'ai un gradient qui est couvert, qui me permet de pouvoir faire ces analyses. Sarah Fourasté du groupe Europe Indien. Du coup, comme tu t'intéresses uniquement à la première partie de la nuit, tu n'as pas du tout d'informations sur un décalage des phases de chasse au cours de la nuit qui sont retardées. Enfin, il y a juste le début, mais le plus d'après, tu n'as pas du tout d'idée. Non, alors c'est une des limites de l'étude, malheureusement. L'idée, en fait, c'était aussi, comme je vous l'ai dit, ça a été de faire une métrique, c'était un peu compliqué. Et donc, le fait de ne pas prendre en compte ce deuxième pic potentiel en fin de nuit, ça évitait certains biais. Mais c'est vrai que, de fait, ce que je peux dire, moi, à partir de mon étude, c'est que l'activité sur le terrain de chasse en première partie de nuit va être plus tardive. Mais je ne peux pas dire si elle est plus tardive parce que les chauves-souris arrivent plus tard ou parce qu'elle repart plus tard, ou si c'est un mix des deux. En revanche, ce qui est quand même intéressant, c'est que la sérotine, si je m'intéresse à sa répartition, quand je regarde le jeu de données des Vigipiro, malgré la littérature que j'ai pu parcourir, j'ai quand même un schéma d'activité qui est quand même très cantonné au début de nuit. Ce deuxième pic plus marginal, je ne l'observe presque pas. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, à partir de 2-3 heures du matin, j'ai quasiment plus d'activité de sérotine. Benjamin Lafont, est-ce que vous avez réussi à vous affranchir? On en a parlé tout à l'heure des températures de d'éclairement et de l'heure à laquelle s'arrête les lampadaires. Sachant qu'il existe, ça peut-être vous intéresser, il existe des bases de données où le syndicat d'électrification, le CML en Maine-et-Loire, a des jeux de données très très précis, je ne sais pas si Mehdi est là, mais très précis sur le type de lampadaire, les heures d'éclairage, évidemment électrique qui commande ça maintenant de plus en plus. Donc il y a des jeux de données qui peuvent peut-être être exploités. Voilà, je ne sais pas si vous avez réussi à utiliser tout ça. Alors, en effet, c'était partie de ces questions que je me suis posées, ça aurait été très très intéressant. Et malheureusement, encore une fois, l'échelle nationale fait qu'aller collecter ces données à chaque fois dans le syndicat d'énergie pour les régions,
ça représente un temps beaucoup trop important. Par contre, ce sont des choses, alors je n'aurai peut-être pas le temps de vous présenter tout ça, mais je m'intéresse aussi à des choses plus à l'échelle locale. Et ça, c'est tout à fait des perspectives qui peuvent être envisagées et qui sont pertinentes. Moi j'avais une petite question aussi, j'en ai plusieurs, mais il y en a une, parce que du coup je comprends que dans une présentation tu n'as pas le temps de tout lister ce que tu as pu traiter, et j'avais une question sur les communautés aussi, on parlait des différents paramètres qui peuvent influencer, il y a des effets de compétition luminaire en fonction de, tu postes avec des reports de zoom, etc. Et donc est-ce que c'est quelque chose qui est, comment dire, dans la perspective, est-ce que c'est quelque chose qui va être regardé, c'est compliqué à étudier? Alors, dans l'échéancier de ma thèse, malheureusement, je suis en troisième année de thèse, c'est pas prévu dans le cadre de mes travaux. Par contre, j'ai des collègues aussi qui travaillent sur la pollution lumineuse, on a Tony Giquero, donc c'est des choses qui peuvent être prévues à plus long terme. Mais en effet, c'est hyper intéressant. Il y a déjà des études de voir comment les communautés changent aussi quand on est en contexte de pollution lumineuse. Du coup, si vous n'avez plus de questions, je peux passer à la suite. Alors, ce sont des projets en cours, donc je ne vais pas pouvoir vous présenter des résultats et je vais balayer ça assez rapidement. C'est simplement pour vous présenter quelques perspectives et puis éventuellement que vous puissiez me faire des retours sur ce que vous attendez ou sur des analyses critiques. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, parmi les hypothèses qui pouvaient expliquer ce retardement de l'activité sur les terrains de chasse, il y avait celle que les chauves-souris pouvaient ressentir plus tard de leur chasse. Et c'est pour ça, dans le deuxième axe, que je me suis intéressée aux gîtes de reproduction. Là, malheureusement, je ne disposais pas d'un jeu de données tout fait, homogène, prêt à l'emploi. Donc j'ai dû prendre mes baskets, aller sur le terrain, et j'ai suivi un protocole relativement simple, que j'ai dessiné ici. Je me suis dit, je vais aller voir des gîtes de reproduction qui repèrent. Je vais poser des détecteurs d'ultrasons en sortie de ces gîtes, des luxmètres, donc des petits détecteurs qui devaient essayer de refléter ce que voit une chauve-souris en sortant du gîte de reproduction en termes de lumière. Bien sûr, ces données sont couplées avec les pollutions lumineuses satellitaires. Bon, ça c'est le schéma simplifié. En réalité, il y a eu des grosses contraintes. La première, c'est qu'il faut connaître les gîtes. Ensuite, il faut savoir d'où les chauves-souris sortent. Une fois qu'on sait ça, il faut pouvoir y accéder. On est souvent dans des bâtiments qui appartiennent à des personnes. Il faut demander l'autorisation. Il faut pouvoir, par exemple, accéder au clocher. Et puis, une fois qu'on y accède, il faut pouvoir poser le détecteur enregistreur près de la sortie pour pouvoir enregistrer ce qui s'y passe, mais pas trop près non plus pour pouvoir enregistrer ce qui se passe dans les seins. Et puis en plus, il ne faut pas qu'il soit visible. Donc j'ai dû un peu composer avec tout ça, et avec une dernière contrainte que vous connaissez tous, c'est le Covid, ou la Covid pour ceux qui veulent. Et de fait, j'ai eu beaucoup de chance que j'ai été obligée de rester en Bretagne. Et là, il y a des associations qui sont présentes aujourd'hui, donc Bretagne Vivante, Annie Kiro, le groupe Mamage Breton, qui ont eu la gentillesse de me partager des données de suivi de gîte, de m'aider à contacter les personnes. J'ai des personnes qui m'ont envoyé sur le terrain, à la fois des bénévoles de ces associations, des salariés. Et finalement, ça m'a permis de suivre 3 espèces de chauves-souris, que vous reconnaîtrez peut-être ici, donc le grand rhinolophe, le murin réchampé, et puis la pipistrelle. Donc j'ai fait des passages de 3 nuits, 1 à 2 passages au cours de l'été. Et puis sur 3 colonies, j'ai fait des suivis un petit peu plus continus, donc des sessions de plusieurs semaines de suite, voire au cours de l'été 2021, le mois de juillet enregistré en continu. Donc ça m'a permis de suivre 23 colonies de rhinolophe, 10 de murins réchampés, et puis malheureusement que 5 colonies de pipistrelles. Parce qu'en fait, malheureusement, mon protocole était difficile à appliquer aux colonies de pipistrelles, pour lesquelles les sorties ne sont pas forcément connues, pas forcément accessibles, et puis où on a tout un parasitage par les individus qui vont passer non loin de ces sorties. J'ai eu également la chance en 2021 de pouvoir communiquer donc, avec le Muséum d'histoire naturelle de Bourges, et puis de travailler avec eux sur les sérotines, ce qui m'intéressait particulièrement puisque ça ajoutait une espèce d'état aérienne, étant donné que pour la pipistrelle, je n'avais pas assez de suivi. Et en plus, cette sérotine pour laquelle j'ai déjà des résultats sur le terrain de chasse. Donc avec l'oriburède notamment, on a suivi avec des audiomos des colonies de sérotine sur 3 nuits consécutives. Et là, dans les données que j'ai uploadées, pour le moment, j'ai 14 colonies de sérotine qui ont été suivies pour une 60aine de nuits. Donc toutes ces données, elles sont évidemment analysées. En plus de tout cela, peut-être que certains d'entre vous s'en rappellent, en 2020, j'avais fait un appel à participation
Donc là, un grand merci à toutes les personnes qui ont répondu, qui ont suivi des gîtes avec des détecteurs dont ils disposaient. Ça a permis de supplémenter le jeu de données d'un certain nombre de colonies. Donc, par exemple, les petits rhinolophes, les pipistrelles. Peut-être qu'avec ces 8 colonies en plus, on peut avoir une histoire d'analyse. Et j'ai également contacté un certain nombre de personnes qui avaient fait état, dans leur suivi sur Vigikero, du fait que leur détecteur était posé près de colonies, pour savoir des colonies de quoi c'était, quel était le contexte lumineux. Et tout ça, ça pourra peut-être m'aider dans ces analyses. Bon, ça, j'ai pas noté aujourd'hui, mais j'ai quand même pris le temps de regarder un petit peu ce que tout ça donnait. Donc là, c'est quelques graphiques, je ne vous cacherai pas que ce sont des graphiques plutôt jolis, de suivi pour marché. Donc on voit un exemple des grands rhinolophes dans le Finistère, dans une maison individuelle, où on retrouve un pic d'activité sur 3 nuits, qui ressemble à celui que je vous ai décrit pour la sérotine. C'est un pic d'activité bimodal, avec un pic d'activité en début de nuit, et puis un second en fin de nuit, plus étalé dans le temps. Pour les murins, en vert, on retrouve aussi une activité plutôt bimodale, avec des variations internuits, et puis un pic plus important en fin de nuit. Enfin, en haut, on a les sérotines dans le Pierre en 2021. Et là, on retrouve l'activité plutôt unimodale de la sérotine, avec un fort activité en début de nuit, et puis quasiment plus d'activité à partir de 2-3 heures du matin. Ce qui est intéressant aussi, c'est que malheureusement, on ne voit pas très bien sur ces graphiques, mais en noir, j'ai dessiné la lumière mesurée par les luxmètres. Donc, les gros pics que vous voyez, ce sont les journées, il y a la lumière le jour. Mais ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, pour les grands rhinolophes, on voit quand même que ce premier pic, il arrive après un temps quand même où on n'a plus de lumière, quand il y a vraiment plus de lumière au cours de la nuit. Alors que pour les sérotines, on voit bien que l'activité commence bien dès que la lumière décroît. Alors là, c'est des choses qui sont connues, mais ça me rassure de trouver ça sur mes données. Et enfin, j'ai donc ce troisième axe qui va plutôt en fait être articulé vers les pratiques d'éclairage. C'est-à-dire que cette thèse, elle s'articule dans le cadre plus global de la biologie de la conservation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vous présente ces résultats, on sait quand même que la pollution lumineuse impacte la biodiversité. Mais de fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a plusieurs leviers qui sont communément admis comme pouvant aider à diminuer cette pollution lumineuse. Le premier, c'est plus évident, c'est qu'il faut éviter d'éclairer. À la fois une nouvelle zone et puis des zones qui n'auraient pas besoin d'être éclairées. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Donc ce à quoi on a souvent recours, c'est de limiter la durée d'éclairage. C'est ce qu'on appelle souvent l'extinction partielle, l'extinction en cœur de nuit. Alors on va garder les luminaires pendant les heures d'activité, quand les personnes vont au bar, au restaurant, et puis on va éteindre en cœur de nuit, entre 1h et 5h du matin, et on va rallumer peut-être en début de nuit, quand les personnes vont commencer à retourner au travail. Le problème, c'est que les chauves-souris, elles ont une activité qui est assez ressemblante à celle de l'homme de nuit, là. C'est-à-dire qu'elles vont avoir un fort pic d'activité en début de nuit, et puis un second plus faible en fin de nuit. Si je prends la sérotine commune, là j'ai tracé son activité sur le jeu de données Vigikero, on voit quand même que j'ai une majorité d'activités qui se déroulent entre 22h et minuit. Et de fait, quand on va éteindre l'éclairage à partir de 1h du matin, il n'y aura pas forcément d'effet bénéfique sur la sérotine. C'est ce que tend à montrer un article de Clémentine, Hazan encore une fois, qui ne trouve pas d'effet de cette extinction partielle sur la sérotine ainsi que d'autres espèces qui s'envolent plus tôt. Par contre, elle trouve quand même des effets sur les oreillards et sur d'autres d'autres espèces. Donc, ce que je dis là, c'est pas du tout qu'il faut arrêter l'extinction, au contraire, il faut continuer de la faire, ça bénéficie certaines espèces, ça bénéficie sans doute d'autres taxa que les chauves-souris, mais c'est vrai que dans la perspective d'espèces comme la sérotine, il faudrait sans doute avoir des horaires d'extinction plus drastiques, peut-être même avant minuit parfois. Le troisième levier, c'est de limiter la déperdition de lumière. Je pense que vous avez peut-être tous en tête, c'est peut-être ces luminaires qu'on voit dans les parcs, qu'on appelle des luminaires boules, qui sont en forme de ballon, et qui vont émettre de la lumière dans toutes les directions. Donc à la fois, ça va faire une déperdition d'énergie, parce que ça va éclairer le ciel, ce qui n'a aucun intérêt pour les hommes. Ça va induire une intensification du sky glow, dont je vous ai déjà parlé. Et aujourd'hui, donc, on va se diriger vers des luminaires qui vont vraiment diriger le flux de lumière. Donc des luminaires qui vont éclairer le passage piéton qu'on veut éclairer, et non pas la derrière. De manière assez simple, on peut aussi réduire l'intensité lumineuse. Certes, l'étude que je vous ai montrée montre que même de faibles intensités vont venir influer l'activité, mais plus on va avoir une intensité lumineuse élevée, plus ces effets vont être drastiques. Et enfin, c'est un aspect dont je n'avais pas parlé dans mon exposé, mais que vous avez évoqué au cours des questions, il y a la question du spectre lumineux. Alors, je ne vais pas rentrer dans des considérations physiques compliquées, on va plutôt, en somme,
c'est la perception qu'on va avoir, la couleur de la lumière qu'on va voir. Ce qu'on a en tête, souvent, c'est les vieux luminaires qui, dans les villages, qui vont émettre une lumière un petit peu orangée. Ce sont des lampes à sodium. Et aujourd'hui, ces lampes à sodium, elles arrivent quand même en fin de vie. On a tendance à de plus en plus les remplacer par des LED. Alors les LED, c'est assez formidable parce qu'elles consomment beaucoup moins d'énergie. Donc, dans un contexte de transition énergétique, c'est quand même extrêmement intéressant. Le problème, c'est que ce sont souvent des lumières qui sont calibrées pour éclairer dans le blanc, dans le bleu, parce que ce sont des spectres lumineux qui vont plutôt à la fois nous rassurer et pour lesquels nos yeux sont les plus efficaces. Le problème, c'est que ce sont ces lumières-là, ces longueurs d'onde-là, le bleu, le blanc, qui vont venir le plus impacter aujourd'hui la biodiversité, en tout cas les chauves-souris, les insectes. Et de fait, on se dirige plus vers des recommandations qui disent d'utiliser des lumières chaudes, donc du rouge, du orange, ce qui est tout à fait possible avec les LED. Ce sont des éclairages qui peuvent être modulés techniquement. Mais alors pourquoi on connaît tous ces leviers et finalement les choses ne changent peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait? Alors on a plein de leviers, c'est que évidemment, comme je l'ai dit, ça impacte la biodiversité, ça peut nous impacter nous, les hommes, modifier notre sommeil, etc. Ça crée beaucoup de pertes d'énergie. C'est aussi une quantité d'argent substantielle pour des communes d'éclairer. Mais à côté, on a des enjeux sécuritaires qui sont quand même avancés, comme la sécurité des personnes, la sécurité routière. Alors, il n'est pas prouvé que la lumière permet de diminuer tout ça, mais malheureusement, ça reste quand même dans les esprits. Et de fait, moi, je me suis posé la question de, en France, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et du coup, j'ai monté un stage qui est effectué par Olivier Gardella, qui est effectué, donc, que j'encadre avec le laboratoire Géode et le laboratoire LADIS, avec Samuel Chaya et Joël Mélian, qui s'attache à faire un état des lieux des pratiques communales en matière d'éclairage au sein des parcs naturels régionaux. Pourquoi ces sites-là? Parce que ce sont des sites d'expérimentation qui sont beaucoup plus avancés sur la thématique. Et puis, il y aura à la fois avoir cette image photographique de ce qui est fait. L'idée, c'est pas du tout de juger, c'est juste savoir ce qui est fait. Et puis, essayer de voir s'il y a eu des démarches, quelles ont été les démarches territoriales à l'origine des changements pratiques. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est arrivé et qui a dit aujourd'hui on change? Est-ce qu'on a fait comme le voisin? Et puis moi, ce qui m'intéresse dans le cadre de ma thèse et de mon travail, c'est de savoir si finalement les connaissances scientifiques viennent participer au débat. Est-ce que ce que je vous présente aujourd'hui, ça vient participer au changement de pratique? Et donc, dans un premier temps, ce travail sera amené via une enquête qui sera diffusée en ligne pour les maires des parcs naturels régionaux, et normalement dès la semaine prochaine. Donc voilà pour notre projet de test. On a le temps pour quelques questions si vous en avez. Et ensuite, je laisserai la parole. Oui, Frédéric Leblanc, SFPM et EDF. Alors, plaisanterie mise à part, moi je suis intéressé effectivement par vos travaux. Par contre, j'y vois quelque chose que vous n'abordez pas du tout, c'est la réglementation. Il y a quand même une réglementation qui existe depuis 2018, depuis décembre 2018, qui devrait être mise en œuvre aujourd'hui sur les éclairages publics, sur justement les éclairages des devantures de magasins. Vous n'en parlez pas du tout, alors que c'est ce qui va prévaloir aujourd'hui, à la modification justement des éclairages par les syndicats d'électrification et dans les communes. Donc il n'y a pas que ça, et puis en plus il y a tous les travaux de vulgarisation qui ont été faits par le CEREMA avec les fiches O et autres qui sont bien connus. Donc quid de ces mesures qui sont proposées et sur lesquelles vos travaux devraient venir s'appuyer en fait. Alors, encore une fois, moi, l'idée, c'est pas de refaire le monde, toutes ces méthodes, on les connaît, je vous ai présentées. C'est juste de savoir ce que les communes font, juste avoir une image, savoir qu'est-ce qu'ils font, à quelle heure ils éteignent, qu'est-ce qu'ils utilisent comme spectre lumineux. Et donc, déjà, je n'ai pas du tout l'occasion à redire ce qu'il faut faire, puisque c'est déjà connu. Et puis, la réglementation, c'est vrai que là, je ne vais pas parler parce que je suis dans un temps limité, mais évidemment, elle existe. C'est en avril 2018. Alors moi, c'est pareil, en état, je serais incapable de dire si elle est bien respectée ou pas, mais c'est aussi l'idée de faire cette étude. Oui, mais c'est pas un travail sociologique, hein, on est bien d'accord, c'est-à-dire que là, vous étudiez des espèces animales. Après, il y a effectivement des pratiques humaines liées à cet éclairage. Il y a quand même une réglementation, donc il faut aussi interroger cette réglementation, savoir si elle est applicable ou appliquée.
Oui. Et voir aussi si elle est positive par rapport à l'étude que vous menez. Oui, oui, tout à fait. Après, c'est encore une fois, je n'ai pas le temps de tout faire. J'entends bien, mais ça pourrait être abordé. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, ah, il y a la question, pardon, je vais Oui, Laure Arthur, qui n'est pas d'EDF. Alors après, simplement une question par rapport aux sorties de gîtes. Voilà. Pourquoi ne pas proposer aussi au niveau des gestionnaires des communes, quand on connaît les gîtes de Sérotyne, tu as vu combien on en avait, de supprimer les mauvais éclairages? Parce qu'en fait, quand on essaye de composer avec, il n'y a rien de pire qu'un mauvais éclairage au mauvais endroit. Et c'est peut-être une méthode vraiment très efficace pour protéger les sorties de gîtes et les flux de sérotyne qui peuvent sortir ou d'autres espèces. Oui, bien sûr, c'est du cas par cas, mais c'est du cas par cas qu'il faut faire. Alors c'est vrai que là je suis dans la recherche académique, donc mon rôle c'est de regarder, de dire ce que j'observe, mais ça c'est des choses que j'ai observées au cours de mon terrain. En fait, toutes ces associations qui m'ont aidée, elles ont fait souvent un travail en amont assez colossal sur ces gîtes. Il y a des gîtes des fois qui sont connus depuis 20 ans, où j'arrivais, je disais mais là il y a un lampadaire quand même. On me disait non, c'est bon, celui-là on l'a fait. Donc c'est vrai que c'est des mesures qui sont efficaces, qui sont certes localisées mais efficaces. Et là c'est le travail des associations qu'il faut saluer. Donc un bravo à vous. Bonjour, Jean-Claude Devant, acteur associatif en région Centre. Et j'ai été en même temps élu à Vierzon dernièrement, et le monsieur a abordé le problème des syndicats d'électricité. Effectivement, il y a des réglementations qui tombent maintenant. Vous avez parlé des lampadaires qui éclairent le ciel. Tout ça, ça va se faire. Effectivement, petit à petit, ça doit être dans les 2-3 ans qui vont venir, mais c'est des volontés politiques, hein, on vote, les élus ont des priorités, des fois dans les syndicats d'électricité, ça va des bornes pour les voitures électriques jusqu'au réseau du gaz, où des fois il y a beaucoup de choses, où la modernisation du réseau, ça passe, c'est pas fatalement la priorité des syndicats d'électricité, parce que dans les petites communes, à Bourg, effectivement, c'est éteint, ça fait longtemps qu'il y a du travail de fait, c'est éteint en partie de la nuit maintenant, plus longtemps, mais c'est la commune qui est maître d'ouvrage. Dans les petites communes, c'est le syndicat d'électricité, les maires ne s'en occupent pas, ou rarement, sauf Pable avec l'association Protégeons la nuit, c'est les toilettes. Alors, dans le Cher, il y a 4 ou 5 communes qui le font, et en France aussi, il y a 4 ou 5 étoiles qui sont décernées en fonction de ce qui est fait par la commune. Et c'est, comme vous l'avez dit, essentiellement dans les parcs nationaux et naturels régionaux, comme en montagne, où il y a des réserves du ciel étoilé. Ça commence. Alors, si vous voulez des tuyaux, je suis monté une fois au ministère à la Défense, ils ont fait toute une étude à ce niveau-là. J'ai parlé des couleurs tout à l'heure, mais vous trouverez tout ce que vous voudrez, suivant vos relations. Non, cette discussion, elle montre bien que c'est. Moi, encore une fois, je suis écologue, j'ai juste lancé ce stage pour une idée de ce qui se fait. Je suis pas du tout dans une démarche de jugement ou quoi que ce soit. Et en fait, toutes ces discussions, ça montre bien que c'est l'éclairage public et l'éclairage artificiel en général, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre en tant qu'acteur individuel. Comme il y a tout à fait, il y a les maires, il y a les syndicats d'énergie, il y a tout ce qui, il y a des vendeurs d'éclairage, etc. Il y a nous, il y a les citoyens. Moi, la première, même si on me dit qu'il faut pas qu'il n'y a pas plus de risque quand on se promène dans une rue pas éclairée, je n'irai pas dans une rue éclairée. Donc en fait, il faut composer avec tout ça. On a aussi tout un milieu associatif, en effet, avec la SEM. Il y a des labellisations, par exemple RIS. Donc il y a beaucoup de choses de cette problématique de la pollution lumineuse. Évidemment, moi, en 30 minutes de présentation, je n'ai pas pu montrer toute la complexité des acteurs qui gravitent autour, mais c'est à prendre en considération.
Merci. Donc, je vais prendre la suite. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, ça vient clairement en continuité avec le travail de Léa qui a travaillé sur les chauves-souris et donc la pollution lumineuse. Donc là, souvent quand on parle de pollution lumineuse, il y a un écho qui se fait en fait à la trame noire et réciproquement. La trame noire, je vais en parler un tout petit peu, mais je pense que la plupart d'entre vous en avez déjà entendu parler au moins une fois. Ça s'est très largement popularisé ces dernières années. Donc là, l'idée, c'est que je vous présente un cas d'étude sur une com d'agglomération, la com d'agglomération de Marne-et-Gondoire, qui est au sud de Paris. Donc on a réalisé des prospections de terrain, on a réalisé un protocole. L'idée, c'est de vous partager un petit peu, partager avec vous l'expérience qu'on a dans le cadre de l'élaboration d'une trame noire, de réalisation de terrain. Déjà, la trame noire, finalement, c'est un concept qui peut paraître un peu flou. Donc là, quand on parlera de trame noire, finalement, on parlera de trame verte et bleue la nuit. C'est la trame verte et bleue en intégrant la pollution lumineuse comme un effet fragmentant, comme la route ou comme d'autres effets qui peuvent donc ça veut dire prendre la pollution lumineuse comme un effet qui va gêner les déplacements des chauves-souris ou de la biodiversité de façon générale, et gêner la reproduction, gêner finalement le développement et la survie de la biodiversité. C'était pour remettre un petit peu des notions de définition. Au niveau du contexte de cette étude, donc là, à Marne-et-Gondoire, l'idée c'était de compléter donc, une trame verte et bleue qui avait été réalisée en 2017, et donc d'y ajouter le facteur, le paramètre pollution lumineuse, voir ce que ça donne. Si on ajoute la pollution lumineuse, est-ce qu'on obtient à peu près les mêmes conclusions que l'étude qui avait été réalisée en 2017? Donc le but c'est de préserver le patrimoine naturel intercommunautaire, forcément. Donc les cœurs de nature urbaine, c'est un territoire relativement urbain comme je vous le présenterai après. Et donc la finalité de cette étude-là, globalement, c'est de disposer d'un schéma de trame noire pour la commune, justement pour pouvoir appliquer des actions de réduction de la lumière sur certains axes ou certains secteurs en particulier, dans le cadre des continuités écologiques. Bien sûr, tout ça c'est dans un contexte de continuité écologique. Il faut aussi voir la pollution lumineuse, les effets locaux de la pollution lumineuse. C'est une petite parenthèse. Donc là, on va plutôt parler dans un contexte de continuité écologique. Alors, pour le... Donc là, plus précisément, l'objectif, c'était de préserver la biodiversité nocturne et diurne. Souvent, quand on parle de trame noire, on parle de biodiversité nocturne. Ça, déjà, ça fait de plus en plus, maintenant, on peut dire que la trame noire ne concerne plus que les espèces nocturnes, mais aussi les espèces diurnes. On sait maintenant que, comme l'a dit Léa déjà, il y a un bon nombre d'espèces diurnes qui sont concernées par la pollution lumineuse. On peut parler des chenilles. Récemment, il y a eu des articles dans la presse sur l'effet de la lumière sur les chenilles, etc. Après, il y a pas mal de publications sur la reproduction des mésanges. Voilà, quand on n'est pas aux rencontres mésanges, alors je ne vais pas en parler. Et pour les chauves-souris, du coup, je vais y revenir un peu après. Donc l'idée de cette mission, c'est de mener dans un esprit de co-construction, comme je disais monsieur justement, c'était de réunir un petit peu les différents acteurs et puis de les mettre autour de la table et d'apporter des éléments et puis discuter tous ensemble de comment concrètement ça peut se transformer en action sur le territoire. C'est de capitaliser sur des travaux qui sont déjà faits anciennement. Et puis de proposer éventuellement des méthodes innovantes permettant de quantifier à l'échelle du territoire l'impact de la pollution lumineuse. C'était un peu l'objectif, l'ambition. Concernant la méthodologie, donc on a travaillé sur 20 communes de Marne-et-Gondoire. Ici, vous avez une carte de l'occupation du sol. En fait, on a synthétisé. Donc vous avez différents grands types de milieux. C'est pour vous dépeindre un petit peu le contexte paysager. Donc on fera aussi à un moment donné une pause si vous avez des questions. Bon, j'ai pas de problème de voix, mais c'est histoire d'aérer un petit peu la présentation.
Donc il y a des grands massifs, voilà, les boîtes ferrières, etc. Donc il y a des milieux, c'est relativement diversifié avec des milieux très très urbains, la boucle de la Marne qui est avec des zones humides relativement riches, des milieux ouverts et puis des milieux agricoles. C'est quand même un espace relativement diversifié en termes de paysage. Donc je vais vous présenter la méthodologie qu'on a choisie. Donc en fait, cette méthodologie, c'est le fruit d'une concertation avec notamment les associations locales, Azimut 230, la veine du Grand Voyer aussi. Donc on s'est mis autour de la table et on a essayé de réfléchir comment est-ce qu'on pourrait mettre en place un protocole de diagnostic de biodiversité. On parlait pas de chauve-souris, on parlait de biodiversité. Et comment est-ce qu'on peut mettre en place un protocole qui soit relativement peu chronophage et qui permette de collecter suffisamment de données pour pouvoir apporter des conclusions sur l'effet de la lumière sur le territoire de Marne-et-Gondoire, en essayant de maîtriser au mieux les résultats. Donc au final, ça aboutit à ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire un certain nombre de sites, 12 en fait, 12 sites de paires, donc c'est des points d'inventaire, et donc voilà, je fais tomber le suspense, on a fait l'inventaire de chauves-souris, on a posé des SM4 sur ces 24 points, et donc on a fait des inventaires acoustiques. Donc l'idée c'était de faire 2000 inventaires sur chacun des points. Les inventaires se sont faits en août, fin août, début septembre. Ça s'est terminé en fait vraiment le 8 ou le 9 septembre, et ça a commencé un peu après le 20 août. Donc on a réalisé des points d'inventaire. Donc il y a eu vraiment un beau travail de concertation pour placer tous les points d'inventaire. Ils ont été placés sur des propriétés de Marne-et-Gondoire. Donc c'est-à-dire que l'étude aussi, je ne l'ai pas précisé, elle était quand même c'était une commande de Marne-et-Gondoire qui... Et d'ailleurs, moi je présente, mais je ne me suis même pas présenté au final. Je vais peut-être le faire, j'y pense. Je m'appelle Johan Roulet et je travaille pour le bureau d'études Odyssée Biodiversité. Et donc voilà, c'est une petite... Donc là, dans le cadre de nos travaux à Odyssée Biodiversité, quand on a réalisé cette étude pour Marne-et-Gondoire, on s'est concentré sur les propriétés de Marne-et-Gondoire. Les propriétés, donc Marne-et-Gondoire en est propriétaire, ils en maîtrisent le foncier. L'objectif c'était de pouvoir aussi étaler, se dire on va faire des inventaires durant cette année-là, parce que dans le cadre de l'étude, l'idée c'est pas que ça finisse dans un placard et puis qu'au final ça soit jamais ressorti et que finalement ça fasse une émulation spontanée qui n'est pas vraiment de déboucher derrière. Donc l'idée c'était de faire finalement un protocole solide qui ait des résultats sur le moment, et l'idée aussi c'était de pouvoir permettre une continuité, de pouvoir reproduire ce protocole dans le temps. Est-ce que l'année prochaine, si c'est possible, ce protocole pourrait être renouvelé par les associations locales ou par d'autres pour justement voir si les résultats changent, etc. Donc il fallait s'assurer que les sites soient tous accessibles facilement, qu'il n'y ait pas trop de problèmes de sécurité sur la pose d'enregistreur. On sait tous qu'il y a certains endroits où on tremble un peu quand on pose un enregistreur. Il y a, et puis quand même de positionner les enregistreurs de façon stratégique pour avoir les meilleurs résultats. Donc là, on a des paires, donc on a systématiquement sur chaque paire un enregistreur qui est à moins de 50 mètres d'un luminaire, donc d'un luminaire de l'éclairage public. Donc on avait les données, on avait chaque point lumineux sur la com d'agglomération, et un enregistreur qui était à plus de 50 mètres d'un luminaire et à plus de 100 mètres de l'autre enregistreur. Donc l'idée c'était du coup d'avoir un enregistreur qui était dit traitement, entre guillemets, c'est un enregistreur qui prenait la lumière et on voyait ce que ça donnait, et un enregistreur qui ne prenait pas la lumière directement, mais qui permettait de comparer avec le premier. Donc on a aussi positionné les enregistreurs pour qu'ils soient dans des milieux similaires, c'est-à-dire que là, tous les enregistreurs sont dans des lisières ou sur des alignements d'arbres, c'est toujours sur des structures arborées ou arbustives hautes, c'est toujours la même physionomie en termes d'habitat, physionomie végétale. Donc on est toujours à peu près sur les mêmes habitats, grosso modo.
Et aussi, on a essayé de maîtriser la distance à l'eau, essayer de voir si tous nos points sont, si on a beaucoup de points qui est près de l'eau, et puis, je veux dire, si tous nos points de traitement sont près de l'eau et tous nos points qui sont, qui nous servent de référence sont loin de l'eau, ben, au final, on ne va pas savoir si c'est l'effet de l'eau qui va influencer nos résultats. Donc on a essayé de prendre ça en compte aussi dans le positionnement des points. Et au final on a abouti à ce protocole-là. Je précise aussi que donc on a posé c'était des SM4 BAT et on a tout traité avec Tadarida. Donc on a fait un paramétrage Tadarida et on a tout envoyé sur les serveurs de Tadarida pour traitement, pour identification. En fait, Tadarida, c'était aussi dans l'idée de standardiser la méthode, c'était d'avoir le moins de biais observateurs, c'est-à-dire que moi derrière, je vais regarder les sons, mais si quelqu'un d'autre fait le travail, est-ce qu'il aura les mêmes résultats que moi? Donc c'était un petit peu dans cette optique-là, essayer de faire en sorte que si quelqu'un reprend le travail, est-ce que de limiter les biais observateurs. Donc au final, au niveau de la campagne, entre guillemets, on a eu 875 000 enregistreurs, ça fait beaucoup de données à stocker. 83 600 contacts de chauves-souris potentiels, c'est-à-dire en chiro avec un niveau de confiance qui varie beaucoup. Et au final, on avait 63 122 contacts qui étaient avec un indice de confiance supérieur à 0,9. Donc nous, on a fait le choix de prendre un indice de confiance très élevé. Du coup, on a retiré énormément de contacts de chauves-souris. Comme ça, on garantissait un petit peu aussi qu'il s'agisse bien de chauves-souris, que la détermination en plus soit très efficace. Le problème, c'est qu'on perdait beaucoup de données et potentiellement, du coup, une certaine robustesse, on avait beaucoup moins de données à traiter, quoi. Donc, on a identifié. Donc il y avait cet aspect, comptabilisation des contacts et identification. Et après, comme œuvre, on a fait une identification manuelle. Donc l'idée, c'était de prendre le jeu de données et puis de voir pour chacun des points, donc pour les 24 points, faire une liste d'espèces. Donc on prenait les espèces, en fait on vérifiait finalement on vérifiait les faux positifs. À chaque fois qu'il y avait une détermination d'espèce, on vérifiait que l'espèce était bien présente ou si c'était finalement potentiellement une erreur de détermination de Tadarida. On a abouti à une liste d'espèces de 14 espèces. Donc c'était sur 2000 inventaires, à chaque fois pour chaque point, je répète juste. Et donc voilà, on a des pipistrelles, des sérotules, des murins, des oreillas, donc avec une certaine diversité à l'échelle de l'ensemble des points. Et donc je vais présenter maintenant l'analyse qu'on a fait de ce jeu de données qui était relativement conséquent au final. Donc nous on s'est intéressé à deux paramètres, on va dire. Un paramètre qu'on dira un paramètre de communauté, c'est-à-dire est-ce qu'on a les mêmes espèces, est-ce qu'on a des espèces qui sont plus ou moins spécialisées, etc. Donc on a utilisé un indicateur qui s'appelle le CSI, pour Community Specialization Index. C'est un indicateur qui est en fait une moyenne de la spécialisation des insectes, des chauves-souris. Donc globalement, finalement, c'est un indicateur de spécialisation des communautés, c'est-à-dire que c'est une note qui varie entre 1 et puis 2, plus 3,5. Et donc ça permet de savoir si ma communauté localement, elle est plus ou moins spécialisée par rapport à son habitat. Typiquement, si j'ai une pipistrelle, une sérotine, on va avoir un CSI qui va être très très faible. Si j'ai des espèces beaucoup plus spécialisées, du murin de Banton, etc., on va avoir des CSI qui vont être beaucoup plus élevés. Donc c'est un indicateur de spécialisation. Le postulat de base, c'était quand c'est éclairé, on perd en diversité et on perd aussi au final on a des espèces qui sont beaucoup moins spécialisées, beaucoup plus ubiquistes. C'est un peu le postulat. Donc on a dit qu'on ferait une pause, mais au final, on va peut-être la faire après ça. L'idée, c'était de faire juste pour les je ferai une pause après le comité. Donc pour la spécialisation, donc le CSI, c'est une moyenne des SSI. Là, je rentre un peu dans le... Juste pour préciser un petit peu ce que c'est, un SSI, c'est le Spécialisation Index. C'est un index qui est attribué à chaque espèce. Et au final, en fait, il y a une publication de Nicolas Dubos de 2021 et de ses collaborateurs
dont certains des co-auteurs sont ici, je ne sais pas si d'autres participants sont là. Donc nous, on a récupéré en fait finalement les indicateurs de spécialisation de chaque espèce. On a fait une moyenne par point et on a essayé de voir si l'indicateur variait en fonction si le point est éclairé ou il ne l'est pas. Donc on a un graphique en bas là, qui est donc le CSI pour chacune des paires. Donc on a en vert celui qui a moins de 50 mètres et en rouge celui qui a plus de 50 mètres. Globalement, c'est très compliqué de lire une tendance. Donc au final, nous, en termes de résultats, le CSI, on n'a pas eu de résultats très flagrants sur le CSI dans le cadre de notre protocole. Ça ne nous a pas sauté aux yeux. On a fait des tests, on a fait un test de statistique, qui est un test de Wilcoxon à Paris, qui est un test relativement simple. On n'a pas eu, voilà, c'était non significatif sans surprise, on l'a fait comme ça. On a ensuite un deuxième indicateur de communauté qui est beaucoup plus précis, qui est la richesse spécifique, c'est-à-dire basiquement combien j'ai d'espèces sur mon point. Toujours le postulat, c'est si c'est éclairé, est-ce que j'ai pas moins d'espèces parce que compétition, parce que fuite des espèces qui sont plus spécialisées, etc. Donc au final, richesse spécifique, c'est pareil, on a eu des résultats qui étaient... On a eu quand même des quelques tendances, on a vu certaines choses, mais c'était pas très flagrant. Donc, en termes de communauté, on n'a pas pu aller très loin sur les conclusions. On était un petit peu sur le. En termes de communauté, le protocole ne permet pas d'aller très loin en termes de conclusion. Enfin, pour le protocole et puis les résultats sur cette année-là. Je vais peut-être prendre quelques questions si c'est possible. Au cas où, sur les communautés, sur le protocole, sur l'étude en général. Bonjour, Quentin, Azim 230. Alors j'ai une question, c'est un peu compliqué dans ma tête, je ne suis pas sûr d'être très clair. La première, c'est est-ce que vous avez coupé un luxmètre sur les points de pause des détecteurs? Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez pris en compte le fait que vous étiez dans un milieu urbain, périurbain assez fort, sur le territoire de Marne-et-Mondoir, et du coup, même là, vous posez un enregistreur dans une zone sombre, si ça se trouve, vous êtes sur un îlot de sombritude, au milieu d'un océan de lumière, et que du coup, il y a une perte de connectivité qui fait qu'entre votre point éclairé et le point non éclairé, vous avez les mêmes cortèges. Alors pour l'urbanisation, oui, on a regardé un petit peu, et en fait, je les ai mis dans les conclusions, j'aurais pu les mettre avant. En fait, on n'a pas su différencier, le protocole qu'on a fait ne permet pas de différencier si c'est l'urbanisation ou l'éclairage. En fait. C'est vrai que là, je parle de l'éclairage depuis le début, mais en fait, à chaque fois qu'on a fait des inventaires près de luminaire, c'est à chaque fois près de milieux plutôt urbains. Et à chaque fois qu'on a fait des éclairages, quand on a testé loin des luminaires, c'était forcément un milieu plus naturel. Donc l'effet de l'urbanisation, on ne peut pas le dissocier de l'éclairage par rapport à la question. Par rapport à donc ça, donc il y aura des perspectives, il y a des pistes d'amélioration du protocole pour après. Pour l'aspect, les îlots de sombritude, j'ai du mal à visualiser le concept, parce que moi j'arrive pas à voir comment... En fait, tu as un bois au milieu d'une ville, ouais. Il va être sombre parce que non éclairé, tu es au cœur du bois et tu prends ton luxmètre et tu n'auras pas d'éclairage. Par contre, tout autour, sur un rayonnement de plusieurs kilomètres, tu as une barrière infranchissable. Ah ouais, ok, je vois. Tout à fait. Alors, du coup, non, on n'a pas pu voir si c'est effectivement, si c'est vraiment des îlots, donc c'est des espaces qui sont isolés de toute façon et qui finalement se retrouvent. En fait, les résultats sont expliqués par le fait qu'ils sont isolés. Ça, on n'a pas pu le tester. Après, sur les luxmètres, non, on n'a pas mesuré on n'a pas fait de relevé de luxmètres aussi. Ce qu'on a relevé, c'était au final, est-ce que c'était près d'un luminaire ou pas. Et du coup, on ne connaît pas la notion d'intensité lumineuse. Après, comme le disait un petit peu Léa, et comme globalement la bibliographie le laisse beaucoup entendre, dès un niveau d'éclairement très faible, de l'ordre de 0,3 lux, je ne sais pas si ça parle à beaucoup de monde, mais en gros, la pleine lune suffit à changer l'activité. Donc, au final, on n'a pas mesuré l'intensité lumineuse parce qu'on s'est dit de toute façon, à partir du moment où c'est éclairé, que ça soit fortement éclairé ou faiblement éclairé, potentiellement il y a un effet. On est parti sur ce postulat-là. Ma question était du coup plutôt pour les zones sombres
si tu ne mesures pas ton intensité lumineuse, est-ce que ta zone elle est vraiment sombre ou pas? Ouais, je connais un peu le territoire du coup. Donc les gens de la salle qui habitent dans des régions jolies, ils ne s'en rendent pas compte, mais... Alors c'est joli, mais quand on le voit même la nuit, c'est joli. Ok, bah oui, non, du coup, j'ai pas de réponse à apporter pour les options d'études. J'avoue que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à regarder a posteriori, mais j'ai pas de réponse, et c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à regarder. Et donc, ouais, j'ai pas de réponse. Bonjour, Véronique Lepeur, d'Ecosphère. J'avais une question sur pourquoi, dans le choix du protocole, pourquoi plus ou moins 50 mètres? Pourquoi 50 en fait? Est-ce que ça sort de la biblio ou c'était une question pratique? Et est-ce que vous avez pris en compte, est-ce que toutes les sources lumineuses sont les mêmes? Est-ce que du coup, j'imagine que avec ce 50 mètres, une source à lampadaire qui va peut-être éclairer plus loin, on peut imaginer je ne sais pas si je me fais comprendre. On peut imaginer que certaines sources vont avoir des distances de dispersion de la lumière plus importantes, et donc pourquoi 50? Pourquoi 50 mètres? 50 mètres, finalement, c'est un choix par rapport à la bibliographie. On s'est basé sur justement les publications de Clémentine Azam, qui avait fait une étude sur la distance de réponse en fait, des chauves-souris aux sources lumineuses. Et donc 50 mètres paraissait être une valeur seuil par rapport à la réaction de certaines espèces. Donc c'est pour ça ce choix de 50 mètres. Il y avait un autre facteur aussi, c'est que on était sur des territoires aussi où on ne pouvait pas non plus distancer trop les points. On avait aussi des contraintes par rapport au site, en fait. Donc on a pris des choix par rapport à la bibliographie et on a essayé de faire au mieux par rapport aux contraintes sur site. Est-ce que vous avez pris en compte du coup les puissances d'éclairage? Non, justement, c'est ce que je répondais juste avant. On n'a pas pris en compte la puissance d'éclairage. On est parti du principe que ce que je disais, c'est qu'à partir du moment où il y a un niveau d'éclairage faible, finalement ça. Donc au final, en fait, on est parti du principe qu'au-delà de 50 mètres, l'effet n'était pas marqué. Et à moins de 50 mètres, il y avait un effet de l'éclairage sur l'activité des chauves-souris, l'activité acoustique. Donc, même à des niveaux très faibles. On n'a pas mesuré l'intensité, on n'a pas vu la distance, etc. On s'est basé sur la bibliographie pour le design du protocole. Bonjour, du groupe Chiroptère de Provence. Je travaille sur plusieurs projets sur la pollution lumineuse, comme on a échangé tout à l'heure. Et ma question, c'est de savoir si tu avais pris en compte tout ce qui était température de couleur et type de lumière, s'il y a des grosses différences entre les LED, entre les SHP, vapeur de mercure, etc. Et je pense que ça peut vraiment influencer sur l'activité des chauves-souris. Tout à fait. Alors nous, on a relevé effectivement le type de lampe. Néanmoins, en fait, il y a la température des couleurs, non, on n'a pas étudié parce qu'on avait on pouvait passer 12 paires sur le site, 24 points, et donc on ne pouvait pas forcément, avec des sites aussi qu'on voulait propriété de Marne-Mondoir par rapport à la facilité d'accès, par rapport à certains critères que j'expliquais juste avant, et donc on n'avait pas possibilité d'utiliser tout le temps les mêmes types de lampes, et tout le temps le même spectre d'éclairement, etc. Donc on a relevé le type de lampe, savoir si c'était des LED, ou savoir si c'était de la part de mercure, ou savoir si c'était des SHP, c'est des hautes pressions. Et en fait, il s'avère que 80% des lampes, c'est soit des LED, soit des SHP, et il va y avoir un petit peu de vapeur de mercure aussi. Mais globalement, voilà, on s'est basé sur le fait de est-ce que c'était éclairé ou non. Et autre petite question, est-ce que vous avez fait
ce que vous avez recherché, s'il y avait des gîtes à proximité, je sais pas, des arbres gîtes, ce genre de choses qui pourraient complètement biaiser les résultats. Quentin fait long de la tête. Je pense ça comme une donnée. Non, il n'y a pas de. Nous, on n'a pas fait de recherche particulière sur le gîte et on l'a pas pris en compte. C'est vrai qu'on n'a pas pris en compte la distance au gîte dans le cadre de cette étude. On aurait pu penser à. Bon, je pense que voilà, c'est quelque chose qui a fait remonter aussi a posteriori, une fois qu'on aura dans les biais en fait, potentiels de l'étude. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'effectivement qu'on n'a pas pu prendre en compte dans ce contexte-là, qui sont un certain nombre de limites. L'idée, c'était de montrer un petit peu ce qu'on avait pu faire en fait avec un effort d'échantillonnage qui était relativement restreint et par rapport à des sites aussi particuliers. Bonjour, Antoine Dupiès de Cardinature. J'ai une question par rapport au plus de 50 mètres et moins de 50 mètres. Je pense que tu ne l'as pas fait, mais mettre un détecteur à 49 mètres et un à 51 mètres, ça fonctionne dans le protocole. Est-ce que tu as regardé si la distance entre les deux détecteurs pouvait jouer un rôle justement dans ton comptage d'espèces obtenu? En fait, à chaque fois qu'on a posé un détecteur, on a forcément pris le point GPS par rapport au protocole Wisikiro. En fait, on a suivi le protocole Wisikiro. Donc, on a mesuré à chaque fois la distance de chaque SM4 n'était pas forcément à 25 mètres ou à 20 mètres. Et donc, on était sur des ordres de grandeur. En fait, on était vraiment avec une partie des SM4 qui était à moins 50 mètres, une partie qui était à plus. Et on ne peut pas dire vraiment si. On n'a pas fait suffisamment d'inventaire pour définir si la distance. Enfin, on a fait des grandes classes de distance. Vous ne pouvez pas dire est-ce que c'est vraiment à 49 mètres 5 qu'il y a un effet, à 49 mètres 70 il n'y en a pas. On a dû faire des gros. On a dû vraiment rassembler les données parce qu'on avait des données. Donc on a pris la bibliographie et puis on s'est dit moins de 50 mètres, on a un effet de la lumière qui peut être relevé. Plus de 50 mètres, il est moins marqué. Donc on a fait des classes comme ça. Donc là, je vous ai parlé surtout beaucoup de ce qu'on n'avait pas réussi à voir. Donc je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a réussi à voir quand même. Donc là, on a mesuré l'activité, donc on s'est basé sur... donc là, pour les communautés, il y a eu une détermination manuelle de la liste d'espèces. Là, pour l'activité, il n'y a pas eu de détermination manuelle. C'est-à-dire qu'on a pris les sorties de Tadarida et on a fait des regroupements par groupe d'espèces. Donc on a fait le groupe des pipistrelles, le groupe des sérotines noctules, le groupe des murins et le groupe des auréas. C'est des groupes acoustiquement proches. Et puis potentiellement écologiquement pour beaucoup d'entre elles, les murins un petit peu moins, mais globalement l'idée c'était de pouvoir tirer d'essayer de voir un petit peu ce que ça donnait. Et donc sur l'activité, en fait on voit globalement que alors sauf pour les auréas, on n'a pas eu beaucoup de. Alors, pour les auréas, on n'a pas eu beaucoup de résultats. Pour les pipistrelles et pour les sérotines noctules, ce qu'on voit globalement, c'est que les barres rouges pour une même paire sont souvent quand même au-dessus des barres vertes. Donc il y a une tendance finalement à plus d'activité quand l'enregistreur est à plus de 50 mètres. Et pour les pipistrelles, c'est pareil, on a globalement pour un certain nombre de paires une activité loin de luminaire qui est beaucoup plus intense pour beaucoup de paires, mais c'est une tendance voilà, qu'on voit graphiquement. Et pour les murins, c'est particulièrement marqué avec beaucoup de paires où en fait, il y a beaucoup plus d'activité sur l'enregistreur qui est loin de luminaire que celui qui est près de luminaire. Alors du coup aussi, quand même, je remets le contexte en place, c'est que c'était des inventaires qui ont été faits plus en période de transit. C'était pas en période de parcellation, on était en automne, fin août, début septembre. Voilà, donc là, sur ces résultats-là, on avait ces graphiques-là, on a réalisé quelques tests statistiques pour voir un petit peu si ce qu'on observait, les tendances qu'on voyait sur nos graphiques représentaient une certaine significativité statistique et que c'était significatif. Donc on a réalisé un test de Wilcoxon. Et donc le test de Wilcoxon, il nous a sorti que globalement pour les pipistrelles et sérotines noctules, c'était pas significatif, donc on observait une tendance, mais statistiquement c'était pas
pas suffisant statistiquement. Les oreillards, on ne voyait pas vraiment de tendance, et puis on a fait des tests, mais forcément ce n'était pas significatif. Et puis pour les murins, donc on a fait un test de Wilcoxon, et sur le Wilcoxon apparié univarié négatif, on a eu une significativité statistique. Donc là, ce qu'on a observé, c'est que sur le territoire de Marne-et-Gondoire, avec notre protocole, au final, le groupe des murins était quand même globalement beaucoup plus actif sur les SN4, il était plus actif sur les SN4 qui étaient loin des luminaires que celui qui était près des luminaires. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est que sur certaines paires, donc il y a certaines paires aussi où forcément il y a plus d'activité près du luminaire que moins, mais c'est des paires aussi où il n'y a pas beaucoup de contact quelque part. Et sur les paires 11, 12, 13, 14 et puis 17, 18, il y a pas mal de contacts, mais au final la grande majorité des contacts sont éloignés du luminaire. Donc là, on a fait une découverte, les murins sont plutôt lucifuges. Et donc, ce qui a permis en fait finalement de montrer qu'au final, avec des inventaires relativement restreints, on a finalement des résultats qui sont assez significatifs à l'échelle de la colonne d'agglomération, et ce qui a permis aussi d'identifier certaines paires où on a vu vraiment une différence entre les points. Et donc finalement, c'est au niveau de... Sur la carte, c'est les étoiles rouges là. Et donc vous avez finalement cette vallée, c'est la vallée de la Brosse, qui est une vallée finalement... c'est un point clé dans la trappe verte et bleue de Marne-et-Gondoire. On ne voit pas très bien sur la carte, mais finalement il y a un ruisseau, c'est plutôt vert. En fait, ça fait la jonction entre le bois qui est au sud et la boucle de la Marne ici. Donc c'est un élément clé finalement de la trappe verte et bleue. Donc ce qu'on voit, c'est que l'éclairage au final, il y a un effet très négatif sur cet axe-là pour les murins. Sur les autres points, au final, les murins sont relativement peu actifs, donc il y a des impacts qui sont négatifs, mais finalement qui sont proportionnellement un peu moins forts. Donc ça a permis finalement de mettre en avant un secteur en particulier à l'échelle de la communauté d'agglomération. Donc en conclusion, l'idée c'était de montrer que la méthodologie permet d'obtenir, donc on a une méthodologie finalement, c'est 2 points, 24 points d'enregistreur, ça fait, donc on a un certain nombre de résultats acoustiques derrière, mais en termes de terrain, c'est pas énorme. C'était 6 jours, 7 jours. Donc la méthodologie permet d'obtenir des résultats significatifs statistiques globalement, c'est quand même relativement robuste avec le traitement qu'on a fait nous. Donc ce qu'on a retenu aussi, c'est qu'au final, on n'a pas poussé finalement les analyses statistiques parce que ça demande des compétences en statistique particulières, ça demande un gros travail aussi. Donc là, si on avait fait peut-être d'autres tests, peut-être qu'on aurait pu sortir plus de choses, plus d'éléments, essayer de voir dénouer un petit peu plus le jeu de données. Aussi, une remarque, c'est que nous, on a été très restrictif, on a vraiment filtré beaucoup notre jeu de données. Donc au final, est-ce que si on n'avait pas été un peu plus... si on avait pris un jeu de données avec un niveau de tolérance, entre guillemets, de Tadarida qui était à 0,5, un seuil de confiance de 0,5, est-ce qu'on n'aurait pas eu, et en rebondant par rapport à est-ce qu'on n'aurait pas eu des résultats suffisamment, sur lesquels on pouvait faire confiance et suffisamment robustes en même temps pour avoir des résultats. Et donc dans l'idée, c'est que finalement on est quand même sur un protocole qui permet d'avoir des résultats intéressants et donc néanmoins il y a peut-être quelques modifications qui seraient à apporter, notamment parce qu'on n'arrive pas à dissocier l'effet de l'urbanisation de l'effet de l'éclairage. Est-ce que l'idéal, ça serait peut-être d'éteindre forcément l'éclairage sur une partie, sur certaines nuits d'inventaire, et puis donc voilà pour les conclusions de ce protocole. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, bonjour, Fabien Clairaut, groupe Alkios. Merci pour la présentation. J'ai été un peu perturbé quand même dès le départ de la présentation jusqu'à la fin et je pense avoir mes réponses.
En fait, dès le départ, tu présentes qu'on va étudier les connectivités écologiques au sein des échelles de paysage. Au final, on se rend compte avec le protocole d'échantillonnage qui n'est pas si adapté que ça, qu'en fait, tu te poses des questions plutôt à des effets locaux. Et du coup, ces résultats-là n'apportent pas de réponse sur quelle est la connectivité fonctionnelle ou structurelle, finalement, on ne sait pas vraiment qui est étudié. Et donc, du coup, je voulais savoir en quoi les réponses que tu as avec tes conclusions permettent d'avoir des réponses sur, in fine, à l'échelle du paysage, comment tu vas pouvoir constituer notre âme noire pour les chauves-souris. Parce que pour moi, il n'y en a pas là. Ouais, je comprends tout à fait la remarque. C'est parce que j'ai simplement, effectivement, pas tout présenté au final. Là, j'ai présenté donc, cette étude-là de la ferme à Léondoir. Il y a eu donc une étude de relevé de terrain. Et il y a eu aussi des résultats. On a fait une simulation au final par rapport à l'occupation des sols, etc. Pour voir un petit peu les connectivités qu'il y avait, et au final la fonctionnalité du paysage, on l'a fait via des modélisations que je n'ai pas présentées là, ce n'était pas l'objet, parce que c'était sur d'autres groupes taxonomiques aussi, c'était de façon sur la biodiversité. Donc la fonctionnalité du paysage, on l'a étudiée avec d'autres méthodes, et effectivement la baie de la brosse en était ressortie comme un élément important. Et effectivement, je m'excuse si je n'ai pas été assez clair là-dessus, c'est qu'effectivement ce protocole ne permet pas d'identifier une trame noire, c'était un protocole qui permettait de savoir si l'éclairage sur la cône d'agglomération avait un effet sur les chauves-souris, et notamment sur les milieux boisés. Et, voilà. Bonjour, moi j'ai une question sur la perception de la commune des conclusions. Je m'explique, en fait, effectivement, quand on met en place des protocoles, on n'est jamais sûr tout à fait des résultats qu'on va obtenir et de la capacité à démontrer des choses qu'on espère pouvoir démontrer. Et justement, par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur les difficultés, les priorisations pour les communes en termes de coûts et de budget, comment c'est perçu? Est-ce que, par exemple, sur les zones sur le Murin, ils ont supprimé l'éclairage correspondant visiblement à un corridor écologique dans la zone? Ou est-ce qu'au final, vous n'avez pas du tout de retour sur les dispositions qui ont été prises, si le fait qu'il n'y ait pas de résultats hyper probants pour toutes les espèces, ça les a bloqués et au final, ça va les décourager pour d'autres études? Voilà, comment ça s'est passé ensuite sur les suites à donner d'un point de vue communal? Alors oui, effectivement, les inventaires ont été faits en août et septembre 2021, donc c'est très très récent, on n'a pas encore de retour finalement sur l'après. L'idée c'était de vous présenter un petit peu la méthodologie et les conclusions qu'on a pu en tirer. Effectivement, l'objectif c'est que derrière ça serve finalement à cibler, à montrer finalement que sur le territoire l'éclairage a des effets au moins sur les murins, et qu'il y a certains secteurs où c'est particulièrement impactant, et notamment des secteurs qui ont été identifiés au sein de la trame verte et bleue. Donc pour l'instant, je n'ai pas de retour à vous donner, mais effectivement, j'espère qu'effectivement il y aura une dynamique un petit peu de mise en place d'actions par rapport aux enjeux de biodiversité, aux enjeux de continuité. C'est objectif. Merci beaucoup pour la présentation. C'est pas pour poser une question, mais c'est plus pour répondre, parce que j'avais la même question. Je voulais savoir si tu savais ce qui s'était passé derrière. Par contre, on sait ce qui s'est passé avant sur ce territoire de Marne-et-Gondoire. Et la communauté de communes organise des ateliers de la biodiversité chaque année. Ils en ont fait un spécifique sur notre amont cette année-là. Ils ont énormément communiqué dessus. Ils ont déjà entamé des travaux de rénovation de l'éclairage. Donc voilà, on est sur une communauté de communes qui s'intéresse, et c'est pour ça que l'étude a été commandée. Donc il y a quand même bon espoir. Ouais, je peux donner une lueur d'espoir qui ne rencontre pas les chauves-souris la nuit. Sur ce territoire-là, ça fonctionne assez bien. C'est une belle conclusion.